Je m'appelle Émile Marat, et donc je vais vous parler d'héritage aujourd'hui. Alors, je suis un citoyen français. Il y a a priori pas grand-chose qui me prédisposait à traiter de ce sujet-là. Je suis pas économiste, mais il y a 7 ans à peu près, j'ai commencé à me questionner sur ce sujet-là. Notamment, j'ai démarré plutôt par une incompréhension, moi, en fait, par rapport à l'héritage, une incompréhension sur comment est-ce qu'on peut justifier que certains vont hériter de millions, voire de milliards d'euros, alors que d'autres vont hériter de rien du tout, dans une société qui se veut égalitaire, équitable, et qui promeut le mérite. Clairement, il n'y a aucun mérite à hériter d'1 million d'euros de ses parents ou d'1 milliard d'euros de ses parents. Donc, comment est-ce qu'on peut justifier ça? Et puis, du coup, j'ai creusé un peu la question, essayer d'étudier quelles sont les inégalités liées à l'héritage, à quel point c'est important d'un point de vue de la société, parce qu'après tout, si on était dans une société où tout le monde était égalitaire, tout le monde hériterait plus ou moins de la même chose, même dans le mode de transmission de l'héritage qu'on a actuellement. Donc voilà, essayer de creuser à quel point est-ce que c'est inégalitaire l'héritage, et puis voir comment on peut réformer ça, comment on pourrait repenser l'héritage pour avoir quelque chose de plus égalitaire. Donc j'ai creusé cette question, j'ai fait un site internet, j'ai commencé à faire des conférences. Alors j'avoue que j'étais à fond, puis il y a le Covid qui arrivait par là et qui m'a un peu coupé l'herbe sur le pied. Il y a d'autres personnes aussi, c'est un sujet dont on parlait pas du tout à l'époque. On en a parlé un petit peu plus depuis, donc moi j'ai un peu moins travaillé dessus. Mais voilà, je vais quand même vous présenter un peu les grandes lignes de ce que j'ai fait, des conclusions auxquelles je suis arrivé dans mes recherches. Et donc la conclusion, le message principal en fait, ça serait que si, en réformant l'héritage, on pourrait tout à fait décider collectivement que chaque citoyen à ses 18 ans touche 200 000 euros. Ça c'est tout à fait possible, tout à fait envisageable, et ça sans aucun coût pour l'État. Donc, juste en réformant l'héritage, en repensant l'héritage. Euh, donc qu'est-ce que j'entends par héritage? En fait, ce que j'entends par héritage, ça va être l'ensemble des biens qui ont une valeur marchande importante, qui vont être transmis sans contrepartie. Donc l'ensemble des biens, ou tout simplement de l'argent, de la monnaie, qui va être transmise sans contrepartie. Donc ça va inclure principalement ce qui est les donations, donc quand une personne donne de l'argent à quelqu'un d'autre de son vivant, ou les successions, c'est lorsqu'une personne décède, à qui vont aller, ces biens vont être transmis. Voilà. Je vais pas beaucoup parler d'héritage culturel, qui est aussi quelque chose de très important, mais là je vais vraiment me focaliser sur l'héritage patrimonial. Donc vraiment tout ce qui a de la valeur. Euh, pour donner un ordre de grandeur entre donation et succession, en France, a priori, les successions représenteraient à peu près 60% de l'héritage en termes de montant, et donation 40% de l'héritage en termes de montant. De manière générale, dans toute la présentation, quand je vais donner des chiffres, sauf si je précise autrement, ça va s'appliquer à la France. Excusez-moi, parce que je ne suis pas du tout experte de ces questions. Donation, ça veut dire, on sous-entend que c'est donation de son vivant, Oui, c'est c'est ce ça, qu'on c'est de son entend? vivant, exactement. D'accord. Ok. Donc, oui, voilà, tout ce qui va être donné. Alors, une des caractéristiques de l'héritage, c'est que ça va être un héritage qui est filial. 90% des héritages se font de parents à enfants ou de grands-parents à petits-enfants. Donc, ça reste dans la famille. C'est en partie culturel, mais c'est même inscrit dans la loi. En fait, le caractère filial de l'héritage, c'est dans la loi, parce qu'il y a ce qu'on appelle la réserve héréditaire en France. Typiquement, quelqu'un qui a un enfant va être obligé de donner au moins la moitié de son héritage à son enfant lorsqu'il décède, à sa succession. S'il a 2 enfants, chacun des enfants va recevoir au moins un tiers. S'il a 3 enfants, ça va être un quart, etc., etc., etc. Donc en gros, pour un défunt qui a n enfants, chaque enfant doit recevoir au moins un divisé par n plus une euh, part du patrimoine du défunt. D'accord? Donc il y a seulement une petite partie du patrimoine que la personne peut choisir de donner à quelqu'un d'autre, à des associations ou à d'autres personnes en dehors des enfants. Donc on est vraiment sur un héritage filial. Une caractéristique de l'héritage, alors là ça va concerner la succession, mais c'est aussi qu'on va recevoir, donc les successions vont se faire à un âge avancé. Alors historiquement, ça n'a pas toujours été le cas. Si on revient au début du 19e siècle, les personnes décédaient assez jeunes, donc les gens héritaient relativement jeunes, genre à 25 ans, ce qui est plutôt pas mal pour démarrer dans la vie. Alors je pense qu'à 25 ans à l'époque, c'était un peu plus que démarrer dans la vie, on était déjà bien actifs. Mais bon, l'espérance de vie a augmenté et actuellement, en moyenne, on hérite à plus de 50 ans, ce qui est un âge où, normalement, on n'a plus forcément vraiment besoin d'hériter. Avec un peu de chance, on a eu la chance de pouvoir avoir déjà un logement et de pouvoir vivre confortablement.
Donc un défaut de ce système d'héritage actuellement, c'est que les successions vont se faire tardivement. Et je rappelle que les successions, c'est la majorité des transmissions qui sont faites. Euh, je voudrais maintenant parler des taxes sur l'héritage, sachant que c'est un sujet qui est très mal connu par les Français. Si on pose la question aux Français, en fait, il y a des études qui ont montré que les Français euh, pensent que l'héritage est très très taxé. Et en fait, c'est pas vraiment le cas. Alors en fait, l'héritage est très taxé si c'est une transmission qui est faite sans relation familiale. Donc là, c'est la courbe qui est en rouge où je représente le pourcentage de taxes en fonction du montant transmis. Et on voit que, donc en rouge, s'il n'y a pas de lien de parenté, très rapidement, on va avoir des taux une taxation qui va très rapidement monter à 60%, donc ce qui est effectivement important. Donc la personne va récupérer que 40% de ce que la personne voulait donner. Par contre, lorsque c'est une relation parent-enfant, ça va être la courbe en bleu, on voit déjà qu'il n'y a aucune taxe pour les 100 000 premiers euros, zéro taxe. Donc on peut donner 100 000 euros sans être taxé du tout. Et puis après, ça va monter progressivement, euh, assez rapidement à 10-15%. Puis ça va monter très très progressivement. J'ai arrêté à 1 million d'euros, parce que ça me semble être des montants très importants. Les héritages de plus d'1 million d'euros sont relativement rares. Ça va monter progressivement jusqu'à 45%. Voilà. Mais ça, c'est les taxes de base. Il faut savoir qu'il y a plein de moyens de diminuer ces taxes, qui vont faire qu'en fait, on va payer beaucoup moins de taxes que ça, même sur des héritages très élevés. Déjà, premier point, il y a une remise à zéro de toutes les taxes tous les 15 ans. Donc, c'est-à-dire que par exemple, je peux recevoir de mon père, bien sûr s'il a les moyens, 100 000 euros tous les 15 ans sans payer un seul euro de taxe. OK? Aussi, deuxième point, la taxation se fait par couple donateur-donataire. Donc, un donateur et une personne qui reçoit. D'accord? Donc, un jour donné, mon père peut me donner 100 000 euros et ma mère peut me donner 100 000 euros. Je ne paierai 0 € de taxe sur ces donations. OK? Et ces différents points sont cumulatifs. C'est-à-dire que, en fait, tous les 15 ans, mon père et ma mère peuvent me donner 100 000 euros chacun sans que je paye un seul euro de taxe dessus. En plus de ça, il va y avoir de très nombreuses exonérations. Je vais en citer quelques-unes, mais il y en a plein, et je pense qu'il n'y a même pas une liste exhaustive vraiment qui existe. Alors, il y a probablement des cabinets d'experts qui doivent avoir un peu une liste plus ou moins exhaustive. Mais voici quelques-uns parmi les principaux. Il y a le démembrement de propriété. En gros, on va donner notre bien à nos enfants avant de décéder, mais en gardant la propriété d'usage du bien jusqu'à notre décès. Et là, la donation va être très détaxée. Il y a les assurances-vie qui sont aussi très détaxées. J'avais mis avant les taux d'imposition sur les assurances-vie, qui sont inférieurs aux taux des transmissions entre enfants et entre parents et enfants. J'avais oublié de préciser aussi là sur les taxes sur l'héritage que les donations et les successions sont taxées de la même manière en France. Il n'y a pas de différence d'imposition entre donation et succession. Alors j'ai une question là-dessus. Ouais. Sur la courbe en rouge, quand on donne à quelqu'un d'autre, est-ce que c'est aussi 60% si on donne aux bonnes œuvres, à la Croix-Rouge ou des choses comme ça? Oui, je pense que sur les grosses donations, c'est 60%. Alors après, comme il y a je pense que tu peux défiscaliser une partie aussi. Je ne sais pas comment ça se cumule les deux. À vérifier, là, je suis pas sûr de ce que je dis, mais je crois que c'est aussi taxé. Ok. Il doit y avoir peut-être une limite quand même pour les donations à des associations en dessous de laquelle tu n'es pas taxé, je pense. Mais ouais, à vérifier. Et est-ce que, parfois j'entends parler de legs, est-ce que ça serait une donation, un leg, ou c'est quelque chose de différent? Oui, bah, pour moi, c'est une succession. Du coup, le leg, ça rentre dans la succession. C'est-à-dire, après ma mort, je vais léguer tel bien. Donc, dans les exonérations, il y a le démembrement, donc oui, pardon, j'ai parlé, l'assurance vie, et le pacte Dutreil. Donc, ça, c'est un pacte qui permet d'exonérer la transmission de certaines, mais d'une bonne partie des actions ou des parts de certaines entreprises. Et jusqu'à 75%, ça peut être. Si ça vous intéresse de creuser un petit peu, il y a un rapport assez court d'Oxfam sur les super héritages qui donne le coût de chacune de ces exonérations pour l'État. Et ça se compte en milliards d'euros chaque année. Euh, En conséquence, voilà, quelles sont les taxes payées réellement? En fait, il y a des études qui ont montré que une personne, en cumulant tous ces moyens d'optimiser, peut recevoir 500 000 euros tous les 15 ans sans payer d'impôts. Bien évidemment, ça c'est des choses, c'est les gens bien avertis et qui ont les moyens qui vont pouvoir toucher ça. Euh,
Et les plus gros héritages, en fait, il y a une étude qui a montré qu'ils vont être taxés seulement à 10% sur les plus gros héritages. Ok. Donc en fait, au final, bon, les gens qui touchent très peu d'héritage vont payer très peu d'impôts, jusqu'à 100 000 euros, on paye zéro impôt. Les gens qui vont payer plus d'héritage, ça va être les héritages un peu intermédiaires, peut-être autour d'1 million d'euros, 500 000 euros, où ça va peut-être monter vers 20%. Et puis ça va rediminuer parce qu'après, les gens vont avoir les moyens d'optimiser leur transmission. Et donc, je l'avais un peu dit tout à l'heure, mais il y a effectivement une méconnaissance des stages. Il y a eu un sondage de France Stratégie qui a été fait et qui montre que les impôts sur l'héritage sont, alors qu'ils sont redistributifs, sont mal aimés. Il y a seulement 31% des personnes sondées qui considèrent que l'existence de ces impôts sur les successions est justifiée, et seulement 25% des personnes qui se déclarent favorables à une augmentation des droits de succession. Mais d'un autre côté, c'est un impôt qui est très mal connu. En fait, par exemple, les personnes pensaient, sur leur demandait, eh ben, quel taux de taxation on paye lorsqu'on donne des biens à une personne avec laquelle on est marié. En moyenne, les gens donnaient 22% de taux d'imposition, alors qu'en réalité, ces transmissions ne sont pas du tout imposées. On peut donner à son mari ou à sa femme sans être taxé du tout. Et ils avaient aussi montré dans cette étude-là qu'en fait, si on explique aux gens un peu que les taxations ne les concernent pas, tout de suite, ils vont considérer que cet impôt est beaucoup plus juste. Et dans le même sondage, il y a quelque chose qui est intéressant aussi, c'est qu'ils disent qu'il y a seulement 15% des gens qui trouvent que c'est juste que des enfants de riches aient accès à de meilleures facilités par rapport à des enfants pauvres. Donc moi, mon parti pris, en fait, quelque part, c'est de dire que si on montre aux gens à quel point le système d'héritage actuel est inégalitaire, on va pouvoir convaincre les gens qu'il faut réformer ça et qu'on peut avoir quelque chose de bien mieux. Voilà, donc on va revenir sur les inégalités face à l'héritage. Alors je rappelle que c'est pour la France, donc on va essayer de quantifier ça. Alors j'aime bien rappeler notre devise liberté, égalité, fraternité. Je trouve ça assez drôle qu'on ait ce belle égalité. Je trouve ça très beau d'avoir ça dans notre devise, mais on va voir que on est loin d'avoir une société égalitaire face à l'héritage. Pour représenter ces égalités, en fait, je vais vouloir représenter une distribution de la valeur de ce que quelqu'un touche au cours de sa vie en France. Donc, c'est-à-dire, imaginez qu'on puisse savoir pour chaque citoyen français, on puisse prédire eh ben, combien chaque personne va hériter, donc soit par donation, par succession, au cours de sa vie. On va prendre tous les Français, on va les classer de ceux qui héritent le moins à ceux qui héritent le plus. On va mettre à gauche ceux qui héritent le moins. On va dire, bon, ah bah, ceux qui héritent le moins, ils héritent de zéro. Et puis, on va les classer, les classer. Ceux qui héritent à peu près, on va dire, autour de 100 000 euros, ils vont avoir la moitié de la population à leur gauche, l'autre moitié à leur droite, etc., etc. Donc c'est ça la distribution de l'héritage. Alors petit avertissement, il y a des fortes incertitudes sur les grandeurs que je vais présenter ici parce qu'on a un manque de données. Et ça, les économistes se plaignent de ça en fait. Pour faire ces estimations-là, on est obligé de se baser sur des enquêtes, des sondages. On va demander aux gens, eh ben, quel est votre patrimoine, combien vous avez d'enfants, et en gros, du coup, on va estimer quelle serait la distribution de l'héritage. Forcément, c'est que déclaratif, donc on peut s'attendre à des grosses différences entre ce qui est déclaré et ce qui est réel. Pour le détail du calcul, vous pouvez aller voir sur mon site internet. J'ai détaillé comment est-ce que cette distribution est calculée. Donc, on va regarder un peu plus en détail. Je vais aussi rajouter, là, je mets les montants à gauche en euros, mais c'est vrai que c'est des montants qui sont assez importants, et autant je pense que vous avez l'habitude, vous savez bien 10 euros, ce à quoi ça correspond, 1000 euros, c'est des valeurs que vous dépensez régulièrement ou que vous touchez régulièrement. Quand on parle de 200 000 euros, 1 million d'euros, c'est des choses qui sont des valeurs qu'on ne va pas souvent manipuler. Donc j'ai mis à droite aussi le nombre, enfin un équivalent en années de SMIC, c'est-à-dire combien d'années il faut travailler rémunéré au SMIC, donc je parle de SMIC net, pour toucher ces montants-là. Voilà, qu'est-ce qu'on va en tirer comme information de cette courbe? Déjà, c'est que l'héritage moyen est autour de 390 000 euros par personne. Ce qui est très important, c'est plus de 25 années de SMIC. Il y a 10% des Français qui vont hériter d'à peu près rien. Alors, je précise que j'ai fait commencer à zéro, ça pourrait commencer dans le négatif, la courbe, hein, parce qu'on peut hériter de dettes. Mais comme on a le droit de refuser un héritage, on peut être sûr de commencer, de ne pas hériter de dettes et donc d'hériter juste zéro. Euh, il y a 20% qui vont hériter de moins de 12 000 euros, donc vraiment pas grand-chose. Puis après, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. On va s'intéresser maintenant à la partie de droite. Et il y a quand même près de 15% de la population qui va hériter de plus de 45 années de SMIC. Donc plus d'une carrière complète travaillée, rémunérée au SMIC. Il y en a qui vont travailler toute leur vie pour toucher ce que d'autres vont toucher juste en une fois ou en plusieurs fois, mais sans rien faire.
Et puis ça s'arrête pas là, ça continue de monter. Là, j'ai arrêté ma figure à 1 million d'euros, mais ça monte, ça monte, ça monte. Alors, on ne sait pas trop comment ça monte, par contre, on sait où ça arrive. On sait quelles seraient les personnes on sait très bien quelles sont les personnes qui vont hériter le plus et à peu près de combien elles vont hériter. Alors, qui c'est, selon vous, qui va hériter le plus? Les enfants de Bernard Arnault, première fortune française et mondiale. Estimation de sa fortune, donc là c'est le classement Forbes de 2024, 207 milliards d'euros. Alors il a beaucoup d'enfants, 5 enfants, donc ça va quand même redistribuer un peu. Mais en considérant qu'ils vont payer 10% de taxes sur l'héritage, ils vont hériter chacun des enfants de 37 milliards d'euros net. Ce qui fait de plus de 2 millions d'années de SMIC. Donc on pourrait imaginer en gros qu'ils auraient comme esclaves toute la ville de Paris, par exemple, enfants et adultes et personnes âgées comprises, qui travailleraient pour leur compte pendant une année complète, payés au SMIC, et que eux se garderaient cet argent. Et ça, c'est pour chacun des héritiers. 2 millions d'années de SMIC pour chacun des héritiers. Voilà. Et c'est des montants qui sont vraiment conséquents, en fait. Même si on redistribue ça dans la population, en fait, juste si on redistribue la fortune de Bernard Arnault à toute la population, c'est quand même 3 000 € par habitant français. Donc c'est Pardon, loin d'être négligeable, en fait. est-ce qu'on sait la part, alors pour Bernard Arnault et de façon plus générale, la part entre héritage comment on appelle, patrimonial, enfin de biens et d'actions? Alors là, je ne saurais pas du tout dire, surtout que là, c'est une grosse part d'action, je pense. Non, mais Euh, plus généralement dans la population, enfin, en France, dans la répartition, est-ce que c'est plutôt des biens ou plutôt des actions? On sait la répartition à peu près ou pas du tout? je ne sais pas. Et là, en fait, il faudrait vraiment savoir quelle est la répartition du patrimoine entre actions et biens, parce que ça va correspondre, en fait, ça va coïncider que ce soit. Je pense que les choses sont transmises. Euh, donc pour moi, c'est une question qui est assez indépendante de l'héritage et de la transmission, mais je saurais pas y répondre. Alors, on le sait un petit peu dans les grandes lignes, même si on ne le sait pas exactement. Les plus pauvres, bon, ben, c'est facile, ils ont juste rien. Après, les premières tranches, elles commencent à avoir des biens sous forme de voitures, d'immobilier. Ils ont leur première maison et leur appartement, leur logement. Après, ils commencent à avoir des assurances vie, mais ça monte très doucement. C'est-à-dire qu'en général, ils n'ont pas autant d'assurance vie que ce qu'ils ont en biens de logement. Ensuite, ils commencent à avoir plusieurs logements et ils commencent à avoir des locataires. Et ensuite, on commence dans les un peu plus riches, on a des gens qui commencent à posséder des entreprises. Et c'est vraiment dans les toutes dernières tranches que la part d'action commence à devenir majoritaire. Mais après, j'ai déjà vu des courbes, mais c'est comme ta courbe de tout à l'heure, elles sont faites avec des données partielles, des sondages, et enfin, je veux dire, on le sait pas précisément, on le sait seulement dans les grandes lignes. Ouais, merci Henri pour cette précision. Euh, donc voilà pour les inégalités par rapport à l'héritage patrimonial. Je voudrais rajouter quelques points qui vont amplifier ces inégalités. Donc il y a une corrélation entre revenus et héritage. En fait, les ménages ayant reçu plus de 100 000 € d'héritage ou de donation ont des revenus courants, donc hors revenus du patrimoine, de 20 à 30% supérieurs à ceux des autres ménages. Alors ça c'est vrai, ça va s'expliquer de différentes manières. Première manière, c'est bah, si on a reçu un gros héritage, probablement que nos parents ont pu nous aider à faire des études. Donc on peut avoir un niveau d'études plus élevé. Puis il peut aussi avoir enfin, l'héritage culturel qui va rentrer en jeu, où si nos parents ont eu un gros revenu, il y a de fortes chances que l'héritage culturel qui vous nous aura transmis soit plus valorisé dans la société et vous nous permettre d'avoir des plus hauts revenus. Donc ça va amplifier les inégalités. Et puis aussi, bien évidemment, un patrimoine qui est reçu peut être investi et rapporter un revenu fixe. Donc on peut acheter un appartement, puis le louer et en tirer un revenu, par exemple, tout simplement. Un autre point aussi que je voudrais mentionner, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'héritage, donc la transmission des héritages, contribue aux inégalités de genre. Alors ça, il faut savoir que dans la loi, il n'y a bien évidemment pas de différence entre hommes et femmes. Normalement, en théorie, les filles enfin, les enfants, que ce soit des hommes ou des femmes, sont censés hériter de la même manière. Mais il y a des études, donc une de Céline Bessière et Sybille Golac, qui ont montré qu'en fait, en pratique, les hommes vont avoir tendance à pardon, vont avoir tendance à recevoir plus les entreprises, qui vont souvent être sous-évaluées, et donc à recevoir des héritages de plus forte valeur que les femmes. Donc en fait, ça va contribuer à faire persévérer les inégalités qui existent déjà. Donc contribuer à faire persévérer les inégalités de genre.
Voilà, sur les inégalités et sur l'héritage tel qu'il fonctionne actuellement. Alors maintenant, je voudrais prendre un petit temps, en fait, pour qu'on se pose la question de qu'est-ce qui justifie que l'on hérite de nos parents, d'après vous. C'est vraiment une question très ouverte. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Peut-être qu'on peut se prendre juste 30 secondes chacun, où je vous invite chacun, chacune à réfléchir dans votre tête, et puis après on peut partager ça, là, comme on n'est pas très nombreux dans le vocal. Voilà. Donc je fais un petit chrono, dans 30 secondes, on partage. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir, nous dire ce qui... Peut-être que quand on remonte pendant les siècles d'avant, il y avait beaucoup d'héritage de personnes qui héritaient d'une ferme, par exemple. Donc les enfants reprenaient la ferme des parents. Donc il y avait cette tradition voilà, de transmettre parce qu'il y avait une continuité de l'exploitation de la ferme, donc avec les bâtiments qui vont avec. Peut-être que c'est une partie de l'explication. Tout à fait. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir, donner... Alors, moi, j'ai quatre hypothèses là-dessus. La première, c'est que ben, les parents souhaitent transmettre, que ce soit juste ou pas, le souhait existe. Voilà, c'est inscrit profondément dans la nature humaine de vouloir transmettre. On se perpétue à travers nos enfants et on veut perpétuer ce qu'on a construit à travers eux. Deuxième chose, les enfants veulent faire une continuité souvent avec leurs parents et ça va aussi avec un autre point, il y a un besoin de continuité dans l'action, c'est-à-dire que l'héritage ce n'est pas seulement de la valeur économique, c'est aussi quelque chose qui peut être sentimental, qui peut être culturel et qui peut être technique, comme l'exemple qui vient d'être donné tout à l'heure de la transmission de la ferme ou de l'outil de travail ou d'un certain nombre de choses qui ont été transmis non seulement pécuniairement et sur les comptes au moment de l'héritage, mais qui est aussi transmis tout au long de la vie commune des parents avec leurs enfants. Il peut y avoir reprise de l'activité ou des choses comme ça. Et donc, dans ma tête, il faudrait découpler la transmission de la valeur de la transmission des biens. Mais voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Euh, Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à soumettre là-dessus? Jean-Emmanuel, tu as peut-être un avis? Oui, bah, moi ce que je dirais en tant que parent, euh, c'est qu'on a envie de laisser ce qu'on a pu constituer à nos enfants, parce qu'on travaille aussi pour eux. Euh, donc je vois mal ce que j'aurais pu mettre de côté, que ça ne profite pas à mes enfants. Ok. Est-ce que vous voyez d'autres choses, d'autres... Chantal, peut-être? Moi, je me suis déjà exprimée en disant que Ah, pardon. voilà, mais effectivement, je- j'entends et je partage ce qui vient d'être exprimé sur un plan dire, affectif et puis même voilà, après, peut-être que quand ça atteint un certain niveau, c'est quand même questionnable, même si on travaille pour ses enfants, quand c'est des milliards, bon, quand même, il y a peut-être. Il y a quand même des grands, je ne sais plus, c'est comment ça s'appelle, aux États-Unis, qui avaient en partie déshérité leurs enfants parce qu'ils estimaient que trop leur donner de l'argent, c'était pas leur rendre service, c'était pas le fondateur d'Apple ou qui avait déshérité, je crois, largement ses enfants, mais je pense qu'ils en avaient quand même hérité d'une part importante. Mais... Oui, effectivement, il y a des mouvements libertariens un peu aux États-Unis qui sont un peu aussi contre l'héritage. Et effectivement, je sais plus, mais effectivement, il y avait un milliardaire qui avait déshérité d'une grosse partie de sa fortune, ses enfants. Ok. Quelqu'un d'autre a un avis à donner? C'est le moment ou jamais, sinon Émile reprend la parole. Après, on peut rajouter après, hein, il n'y a pas de...
Ok, ben Émile, ben, tu peux repartir. J'avais mute mon micro sans faire exprès. Oui, donc vous avez donné pas mal d'arguments qui vont dans ce sens-là, et je suis assez d'accord avec, avec ces arguments en partie. Après, il y a certaines questions, moi, où je me dis, des moments où, alors j'ai une fille, où je me dis que peut-être si j'avais pas la pression de transmettre quelque chose à ma fille, bah, je me poserais plus la question de faire des choses utiles pour la société plutôt que d'accumuler du patrimoine pour ma fille. Et si on avait une société qui permettait de garantir que ma fille ait de quoi vivre, et je pense que c'est ce vers quoi vous tendez en défendant un revenu de base, je pense que ça pourrait peut-être changer aussi mon point de vue sur ces questions-là et changer le point de vue de pas mal de gens par rapport à ça. Après, effectivement, il y a toujours une partie où un bien peut avoir une valeur marchande, mais aussi une valeur sentimentale, qui va faire qu'un bien va avoir plus de valeur pour une personne, concrètement, que pour une autre. Voilà, pour donner quelques points pour justifier pourquoi est-ce qu'on hérite de nos parents. Euh, et il y a eu des débats en fait sur l'héritage. Je voudrais revenir un petit peu sur des débats qu'il y a eu, notamment à la Révolution française, où il y avait des débats est-ce qu'on n'abolit pas l'héritage? Je voudrais dire quelques arguments que je trouve assez intéressants et qui vont reprendre en partie ce que vous avez dit. Je vais peut-être commencer par les arguments contre. Donc Robespierre qui disait ce n'est pas la volonté individuelle qui établit le principe qui règle la succession, mais l'intérêt public. Et là, je pense que ça répond bien à ce que vous disiez tout à l'heure. En fait, à cette époque-là, euh, la majorité des gens faisaient le travail de leurs parents. Et donc, c'était important qu'ils héritent de l'entreprise ou de la ferme de leurs parents, parce que simplement, c'est eux qui savaient comment faire. Je pense qu'actuellement, cet argument, il est un peu moins important, parce qu'on a heureusement la possibilité de faire des études, et la part de personnes qui font le travail de leurs parents a quand même vachement diminué. Donc, c'est un argument qui était indiscutable, je pense, à l'époque, qui maintenant est beaucoup plus discutable. Et Mirabeau disait l'héritage doit se comprendre davantage comme un impératif social de continuité que comme une prise de position privée. Et c'est assez intéressant cet argument-là, où maintenant on pourrait presque le retourner et dire que d'un point de vue de la société, si on veut faire diminuer les inégalités, ce qui je pense serait bénéfique à la société de manière générale, eh ben, on peut peut-être quand même considérer de réformer l'héritage. Alors sans forcément complètement l'abolir, mais on peut considérer de le réformer. Maintenant, je voudrais vous dire, lire un argument que je trouve qui est assez drôle, donc un texte de Bakounine, qui lui était pour une abolition intégrale de l'héritage. Et voilà ici ce qu'il disait. La justice, autant que la dignité humaine, exige que chacun soit uniquement le fils de ses œuvres. Nous repoussons avec indignation le dogme du péché, de la honte et de la responsabilité héréditaire. Par la même conséquence, nous devons rejeter l'hérédité fictive de la vertu, des honneurs et des droits, celle de la fortune aussi. L'héritier d'une fortune quelconque n'est plus entièrement le fils de ses œuvres, et sous le rapport du point de départ, il est privilégié. Tous les droits individuels, politiques et sociaux sont attachés à l'individu réel et vivant. Une fois mort, il n'y a plus ni volonté fictive d'un individu qui n'est plus, et qui, au nom de la mort, opprime les vivants. Si l'individu mort tient à l'exécution de sa volonté, qu'il vienne l'exécuter lui-même s'il le peut. Mais il n'a pas le droit d'exiger que la société mette toute sa puissance et son droit au service de sa non-existence. Voilà, texte assez fort, assez radical, mais on voit qu'on peut aussi envisager les choses d'un point de vue complètement différent et de se dire que c'est complètement injuste l'héritage et qu'on pourrait complètement l'abolir. Voilà. Sachant que c'est possible en fait. L'héritage a évolué au cours de au cours de l'histoire. Il y a eu des périodes de l'histoire où c'était seulement les enfants aînés qui héritaient. Il y a eu des périodes ou des lieux où c'était seulement les garçons qui héritaient. Donc ça peut tout à fait changer. Donc là, je voudrais partir un petit peu comme ce que Bakounine propose, sur quelque chose de radical, d'abolir l'héritage filial, mais tout en gardant un héritage. Et en fait, la proposition que je vais faire, ce serait de mutualiser l'héritage. Donc le principe, c'est le suivant. Lorsqu'une personne décède, on va prendre ses biens. Alors les biens qui n'ont pas de valeur ou très peu de valeur vont aller à ses enfants ou à ses héritiers filiales, tel qu'actuellement. Pour tout ce qui reste, on va mutualiser ça. Donc tout ce qui est de la monnaie sera directement prélevé et mis dans une caisse nationale des héritages. Et tous les biens, les autres, qui ont de la valeur, seront mis en vente. Et les revenus de cette vente serviraient à alimenter la Caisse nationale des héritages. Donc au cours d'une année donnée, il y aurait un certain nombre de décès qui alimenteraient cette caisse des héritages. L'État prélèverait une partie de taxes, pour ne pas faire un trou dans le budget de l'État, parce qu'actuellement les héritages sont taxés, donc il ne faudrait pas qu'il y ait de manque à gagner. Et le reste de l'argent serait redistribué
à la population. Donc en fait, les gens pourraient se manifester pour dire, nous demandons notre part d'héritage, certaines personnes diraient ça. On prendrait une partie des personnes qui disent ça, en commençant par les plus âgés, et on redistribuerait parmi ces personnes. Voilà le principe. Alors l'idée, ça serait d'avoir plus de personnes qui héritent que de personnes qui décèdent pour petit à petit faire baisser l'âge auquel on hérite jusqu'à ce qu'on puisse hériter quand on veut à 18 ans, en gros. Ou quand on veut. Je dis à 18 ans, mais ça pourrait être en fait, on pourrait choisir d'hériter plus tard. Alors, quels seraient les montants dont on parle? Alors là, on a des données en 2016 qui montrent que le montant total transmis par succession en 2016 était de 153 milliards d'euros. Les impôts sur les successions étaient de 15 milliards d'euros. Donc, il resterait un montant à mutualiser de 138 milliards d'euros. Il y avait à peu près 600 000 décès. Donc, si on fait une fois et demie, si on distribue une fois et demie le nombre de décès, donc 900 000 parts au sein de la population, ça ferait une part à 150 000 euros. Et ça comprend que les successions. Si on inclut les donations, le montant total était de 250 milliards. Donc, si on enlève les 15 milliards d'impôts, ça fait 235 milliards. Toujours sur 900 000 parts, ça fait des parts à 260 000 euros. Donc là, on a mis plus de parts pour faire diminuer l'âge. Si à terme, il y a en moyenne autant de personnes qui naissent que de personnes qui décèdent, donc autant de personnes qui ont 18 ans, on va dire, à population stable, que de personnes qui décèdent, il y aurait 600 000 parts. Donc on pourrait penser qu'une part d'héritage serait de 390 000 euros. Alors là, on n'est pas trop sûr parce que du coup, le patrimoine serait mieux réparti, donc probablement que les personnes qui décèdent auraient un patrimoine un peu moins important qu'actuellement. Mais si on faisait quelque chose comme ça, le montant total d'héritage serait quelque part, en gros, entre 150 000 et 390 000 euros. Et on aurait un système qui serait égalitaire et qui permettrait, après une période de transition, que les gens héritent jeunes. Alors, un des défauts qu'on peut voir et qui pourrait bloquer beaucoup de gens, c'est que pour que ça marche, il faudrait interdire purement et simplement les donations. Et on peut se questionner sur les effets sur l'économie. Alors ça, il y aurait plein de débats à avoir là-dessus. Je ne suis pas économiste, je ne sais pas trop, mais on peut s'attendre à ce que ça pousse les gens plutôt à dépenser leur argent plutôt qu'à l'économiser pour le transmettre à leurs enfants. Donc, ce qui peut avoir un impact plutôt positif pour l'économie, on peut imaginer. Mais ce qui ferait baisser la part des héritages. Donc voilà, il y aurait plein de questionnements, mais voilà pour donner les ordres de grandeur. Euh, voilà. Alors, je pense que Alors, fondamentalement, je peux me permettre de t'interrompre oui, bien juste pour sûr. une question. Quand tu as parlé, là, grosso modo, de faire une vente aux enchères des biens du défunt ou de la défunte, moi, j'ai aussi des propositions qui ressemblaient un peu à ça, pas exactement sur le même modèle, mais je me faisais une réflexion que pour le problème de continuité, justement, par exemple, ça peut être le logement. Le reste de la famille a toujours vécu dans cette maison et c'était, je sais pas moi, le père, la mère ou même les deux qui ont eu un accident de voiture ensemble qui sont morts et on vend le bien et les gens sont chassés de chez eux. Enfin, voilà. Et c'est sûr que c'est des choses qui arrivent à d'autres parce qu'ils ont juste pas de sous. Ce que je me disais, c'est qu'il y avait peut-être aussi une solution intermédiaire, c'est-à-dire il y a cette vente aux enchères, mais tout comme quand on vend un logement, la ville a un droit de préemption pour moi, il faudrait donner un droit de préemption aux héritiers. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui l'a acheté, je sais pas moi, 200 000 euros. Les héritiers, s'ils ont 200 000 euros par ailleurs, ils peuvent dire, bah, finalement, c'est ce prix-là, mais c'est moi qui l'achète. Tout à fait. Et on pourrait aussi faire ça, même si c'est pas juste les héritiers, mais quelqu'un qui possède un immeuble et il y a des gens qui vivent dedans, il a des locataires, il faudrait donner un droit de préemption aux locataires. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec ça. Effectivement, ce serait tout à fait envisageable de faire un droit de préemption pour la famille. Et ça serait même, Mm. je pense, nécessaire. Et Enfin, merci déjà, pour parce que la. si c'est un bien familial, bon, ok, s'ils ont les sous, il faudrait qu'ils aient la priorité pour le racheter. Enfin, voilà. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec ça. Donc voilà. Alors fondamentalement, on a vu qu'il y avait quand même Euh, des arguments. Oui, oui, alors je ne sais pas si c'est maintenant ou si c'est plutôt dans le débat. Je me dis, est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de système d'héritage, ça ne peut pas freiner les gens dans leurs projets, dans leurs ambitions? Parce que si j'ai suffisamment pour vivre, ben, pourquoi je ne dépenserais pas l'argent que je gagne pourquoi je fais des voyages où j'arrête de travailler, où je travaille moins, puisque finalement, après, après ma mort, bon, ben, le montant que je vais transmettre, il n'ira pas à mes enfants. Alors,
Et je pense qu'il peut y avoir un peu ce phénomène-là de dire bah, je profite de la vie, je dépense tout. Je ne sais pas pourquoi j'achèterais une maison, je sais pas pourquoi, je suis locataire, c'est très bien. Enfin bon, des phénomènes comme ça qui pourraient avoir un impact quand même sur Tout à la fait, et on peut transmission. s'attendre à avoir des phénomènes comme ça, mais qui, je pense, peuvent aussi avoir un effet bénéfique. Typiquement, les gens dépenseraient peut-être plus et feraient plus marcher l'économie, on peut se dire. Peut-être qu'aussi, ils chercheraient moins à gagner d'argent à tout prix. Et alors, j'avoue que moi, j'ai une tendance écolo. Enfin, je pense qu'on a tout intérêt à se préoccuper de la planète et qu'il y a beaucoup d'activités qui sont faites pour, parce que les gens, en fait, voient qu'ils peuvent gagner plein de sous dans ces activités-là, mais qui sont néfastes pour la planète. Et je pense que si on ralentissait un petit peu et qu'en fait, on n'avait pas cette pression aussi de vouloir transmettre beaucoup d'argent à nos enfants, on se poserait plus la question de qu'est-ce qui est bon pour la société aussi, et ça aurait aussi des effets bénéfiques. Voilà. Et après, ça, c'est des débats qui sont, enfin, effectivement, les impacts peuvent être larges, mais à la fois bénéfiques et à la fois négatifs. Oui, mais ça veut dire que la part redistribuée pourrait être beaucoup, enfin, La beaucoup part moindre, pourrait rediminuer. inférieure aux 150 000 euros de l'hypothèse. Là, voilà. Ça pourrait effectivement diminuer. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'on pourrait être sûr qu'on ait au minimum de quoi se loger. Parce qu'il y aura les habitations, elles sont là, elles existent, elles sont possédées par quelqu'un, donc au minimum, on aurait de quoi se loger. Parce que les gens veulent se loger, ils veulent pas vivre. Alors peut-être qu'ils rénoveraient moins bien leur maison en fin de vie en se disant, bon, je m'en fous, ça va pas aller à mes enfants. Mais à minimum, on hériterait de quoi se loger, je pense. Sauf que les enfants, il faut bien qu'ils achètent une maison, et si on met un droit de préemption, il y a des chances que ce soit celle-là qui rachète, donc ça vaut toujours le coup de l'entretenir. Ouais, aussi. Euh, voilà. Donc maintenant, en fait, on a deux aspirations qui pour moi sont antagonistes, une aspiration à l'égalité et une aspiration au maintien du patrimoine dans le cercle familial. Moi, je pense sincèrement que le système actuel est très déséquilibré et favorise très très largement le maintien du patrimoine dans le cercle familial au détriment de l'égalité entre citoyens. Euh, on pourrait, même si moi je serais plutôt pour un héritage intégralement mutualisé, on peut tout à fait, enfin je conçois tout à fait qu'on considère que ça soit très déséquilibré du côté de l'égalité et ça défavorise trop le maintien du patrimoine dans le cercle familial. Et en fait, ce serait tout à fait possible de trouver, je pense, un équilibre entre les deux, en discutant et en débattant et en adaptant les choses, en fait. Donc là, j'ai fait une proposition radicale, mais on peut tout à fait adapter cette proposition-là. Et j'ai fait un simulateur, en fait, sur mon site internet, si vous voulez voir. Là, je vais vous le montrer, moi, où en fait, je propose non pas de taxer intégralement les donations et les successions, mais d'avoir des taux de taxation qui sont beaucoup plus importants que ceux qu'on a actuellement sur les donations et les successions, pardon, et de redistribuer sous forme d'héritage. Donc, on peut ici mettre des tranches d'héritage. Donc là, typiquement, là, le réglage que j'ai ici, c'est comme actuellement, jusqu'à 100 000 euros, il y a zéro taxe. À partir de 100 000 euros, on est taxé de 20%, puis de 40% au-delà de 250 000 euros, puis 60%, puis au-delà d'1 million d'euros, 95%. Donc, euh, il y a le petit facteur ici de savoir combien de parts on redistribue par rapport au nombre de décès, ce qui permet de faire diminuer la moyenne d'âge à laquelle on va recevoir pour la période de transition. Et donc là, avec ces taux de taxation-là, on voit qu'une part d'héritage mutualisé serait de, 130 000 euros à peu près. Et à l'échelle nationale, l'héritage mutualisé représenterait à peu près 50% de l'héritage. On voit la distribution actuelle qui est en rouge et la distribution telle qu'elle serait avec cette proposition-là. On voit qu'il y a à peu près 80% de la population qui gagnerait au change et 20% qui y perdrait. Mais du coup, chaque citoyen aurait 130 000 euros d'héritage. Alors bien évidemment, ça serait des taux qu'on pourrait ajuster au cours parce que vous avez, comme on l'a vu, comme on en a discuté déjà, ça aurait forcément des impacts sur l'économie, donc ça serait à réajuster, mais c'est des taux qu'on pourrait choisir de réajuster régulièrement pour trouver quelque chose qui soit juste pour tout le monde et qui nous permette d'avoir un équilibre entre ces deux aspirations dont je parlais. Voilà. Là, je proposais de redistribuer l'héritage directement,
mais en fait, on pourrait tout à fait faire d'autres choix. Donc, l'ordre de grandeur des ressources possibles, si on taxe complètement l'héritage, c'est 240 milliards d'euros de ressources par an. On pourrait tout à fait choisir, non pas qu'on va hériter, mais de manière plus collective, de rembourser la dette ou d'investir sur quelques sujets que ça soit. On pourrait aussi se choisir de financer un revenu de base. Ou si on est plus de droite, peut-être qu'on va vouloir préférer diminuer d'autres impôts. Mais voilà, la manière de redistribuer, en fait, moi, le message, c'est que pour moi, c'est essentiel qu'on redistribue, qu'il y a des gros moyens. Si on redistribue à tout le monde pourrait toucher de l'ordre de 200 000 euros, ou en tout cas un minimum de quoi se loger. Mais ça pourrait être tout à fait discutable de choisir d'autres moyens. Et ça, on pourrait tout à fait en débattre. Voilà, en conclusion, voilà, les messages importants, du coup, c'est que le mode actuel de transmission de l'héritage est profondément inéquitable, surtout qu'on vit dans une société qui est très inéquitable, qui est très inégalitaire de base, qu'on peut corriger cette inégalité en redistribuant l'héritage, et que c'est vraiment nécessaire qu'on ait un débat dans la société sur les modes de transmission de l'héritage, et qu'on a besoin d'informer les gens, d'avoir des données plus précises, du coup, pour avoir des informations plus précises, et de discuter, réfléchir et débattre sur ce sujet-là. Voilà, j'ai fini ma présentation. Donc, je suis ouvert à toute question. Et puis après, ça va être plus question, discussion, débat. Parce que je suis pas sûr que j'aurai beaucoup plus à apporter que ce que j'ai présenté là. Mais voilà, les questions sont ouvertes. Eh ben, merci beaucoup. Eh ben, du coup, n'hésitez pas, jetez-vous sur lui, il répondra à vos questions. Et si vous en avez pas, je vais amorcer la pompe. J'espère qu'il y en aura d'autres derrière. Tu avais dit qu'il y avait des problèmes de mesure des inégalités d'héritage et des patrimoines des gens. Et je me demandais si tu avais investigué sur la cause de ce manque de données. Est-ce que c'est parce que tout simplement les pauvres ne font pas de déclaration de patrimoine et du coup le fisc ne les a pas et ça ne peut pas se récupérer? Ou est-ce que c'est parce que l'INSEE, délibérément, parce que l'INSEE fait quand même des sondages vraiment précis en allant dans les maisons. Je ne sais pas s'il y en a un d'entre vous, moi ça m'est déjà arrivé qu'un inspecteur de l'INSEE me fasse faire un questionnaire long comme le bras. Est-ce que l'INSEE spécifiquement ne pose pas la question? Alors si, l'INSEE a posé, et d'ailleurs les figures que j'ai présentées sont basées sur une étude de l'INSEE. Mais c'était D'accord. un questionnaire. C'est-à-dire qu'on demandait aux gens quelle est la valeur de vos biens. Et Oui. forcément, les gens sous-estiment très largement. Et d'ailleurs, en fait, on avait, moi, la manière dont j'ai fait cette distribution-là, c'est qu'il y avait deux données différentes. Il y avait une distribution qui a été calculée par Clément Derbecourt dans une étude où il s'est basé en gros sur les études de patrimoine qui étaient données par l'INSEE, dans laquelle il avait l'information de l'âge des gens, et puis il a étudié et du nombre d'enfants des gens. Il a croisé ça avec la probabilité de décès des gens pour calculer une distribution de l'héritage. Et en fait, il avait un montant moyen qui était bien inférieur au montant moyen que j'ai présenté, parce que le montant moyen que j'ai présenté, il est calculé sur les montants totaux que l'administration connaît de transmission, parce qu'ils sont déclarés. Donc les montants totaux qui sont transmis sur les années, divisés par le nombre de décès, en fait. Et donc après, j'ai réajusté la courbe par cette valeur moyenne. Euh, et concrètement, donc les meilleures données qu'on a, que les économistes ont, c'est les données de l'INSEE qui sont basées sur des enquêtes. Sachant que l'État doit avoir les données, en fait, concrètement, parce que les donations et les successions, elles doivent être déclarées. Alors après, il y a toute une partie qui va passer au travers, parce qu'il y a plein de dons sous forme de cadeaux. On peut faire des cadeaux, on n'a pas besoin de déclarer des cadeaux. D'ailleurs, le montant à partir duquel on doit le déclarer, c'est pas très clair. En fait, ça va dépendre aussi de ce qu'on a. En gros, visiblement, il y a plus ou moins une jurisprudence qui fait que si on est très riche, on peut donner, si on donne moins, je crois que c'est d'1% de ce qu'on gagne ou un truc comme ça, je sais plus. On n'a pas à le déclarer, enfin, on peut ne pas le déclarer. Euh, mais voilà, donc en fait, on pourra en tout cas avoir des données au moins sur les donations et les successions, mais ces données les économistes n'ont pas accès à ces données-là. L'État doit Ok. bien les avoir quelque part, mais elles ne sont pas publiques. Je pense que c'est Et il pas y a public. personne qui a pensé à faire une demande à la CADA? Si, je pense que ça a été fait, hein. Clairement, je pense qu'ils ont dû faire. Ok. Et voilà, on pourra avoir du coup des données beaucoup plus fiables et discuter sur des bases plus solides. Merci. D'autres questions? Soyez pas timide.
Moi, je voulais remercier déjà pour le travail qui est fait, qui, me- euh, qui est beaucoup plus, qui correspond un peu à une idée que moi j'ai. Alors moi, je partage volontiers cette idée très radicale. Euh, je ne suis pas du tout partisan de l'héritage. euh, et je considère que les parents accompagnent l'enfant pour devenir un être humain, mais après, il n'y a pas de raison qu'il y ait quelque chose qui soit hérité au moment du décès. Pour moi, ça n'a pas du tout de sens philosophique, mais je ne partage pas ça. Donc, bah, ça me fait plaisir de voir qu'il y a quelqu'un qui a travaillé le sujet et qui a mis des Merci. chiffres en face en plus, etc. Donc, voilà, merci. Mais je n'ai pas de question particulière. Je pense que il y a clairement un débat. Bon, c'est un sujet qui est forcément clivant et qui a forcément besoin d'être débattu. Ça, c'est sûr. Euh, Ouais, merci. la Vas-y, question que Monette. je me... Ah, pardon. Ah non, pardon, c'est pas Monette, c'était Chantal. Vas-y, Chantal, pardon. Non, peu importe. La question que je me pose quand même, c'est que bon, les partisans de Bakounine, je ne suis pas sûre que ça soit une majorité de Français. Et d'ailleurs, il a été montré en début d'exposé que les sondages montrent qu'une grande, je n'ai plus le chiffre en tête, mais une grande majorité des gens sont défavorables, enfin, en tout cas, sont favorables au principe d'héritage. Et dans les gens qui sont favorables au principe d'héritage actuel, j'imagine qu'il y a peut-être même des gens qui n'ont pas vraiment reçu d'héritage. Mais ils se disent, ah ben moi, j'en ai pas eu, mais peut-être que je pourrais en transmettre à mes enfants. Donc finalement, même ceux qui sont perdants, entre guillemets, dans le système actuel, croient quand même que voilà, c'est un système qui, voilà, qui assure peut-être plus de garanties, peut-être pour leurs descendants. Donc, c'est quand même difficile d'imaginer imposer un système qui est vraiment aussi peu populaire, quoi. Je sais pas. Oui, tout à fait. Je crois pas du tout que ça. Mon objectif, c'est pas d'arriver à convaincre plus de 50% des Français qu'il faut abolir complètement l'héritage, mais c'est quand même de remettre les ordres de grandeur, en fait, de montrer que, enfin, parce que les gens, ils n'ont pas du tout conscience, en fait, de si on abolissait l'héritage, quelles ressources on aurait, en fait, si on répartissait ça. Et du coup, euh, ils n'ont pas du tout conscience que, en fait, la grande majorité serait gagnante concrètement. Ça. Donc moi, enfin, c'est vraiment. Et je pense qu'en poussant en poussant à la radicalité, ça ouvre un peu plus la fenêtre, en fait, qu'en étant très très raisonnable à dire, oh, juste on pourrait augmenter d'un tout petit peu et puis donner 10 000 euros à tous les jeunes de 18 ans. Donc voilà, donc, clairement, mon objectif, c'est pas de convaincre tout le monde, c'est juste d'ouvrir une fenêtre, quoi. Oui, je Ok. ne voulais pas laisser entendre que ce n'était pas une réflexion et des propositions intéressantes. Hein. C'était. Voilà. Mais clairement, j'y crois pas du tout, ce que les gens choisissent qu'on abolisse complètement l'héritage. Mais après, ceci dit, la solution intermédiaire où on pourrait augmenter Enfin, je pense que juste ça ferait prendre conscience aux gens que d'augmenter les taxations sur l'héritage serait bénéfique à la société, en fait, en général. Simplement, ce que j'ai envie de dire, c'est que les gens qui sont aux commandes sont certainement des gens qui ont des grands héritages et ils ont certainement pas envie d'ouvrir la fenêtre là-dessus. Et la seule chose, c'est quels médias toucher, mais comme les médias sont, comment dirais-je, chapeautés par tous ces gens qui ont beaucoup de revenus, voilà, comment. Et ça revient aussi, c'est que nous n'avons pas de formation d'économie à l'école. Ça pourrait être une formation. Comme on n'a pas de formation,
eh bien, les gens peuvent faire, ceux qui sont aux commandes peuvent faire n'importe quoi. Là, je regarde, j'ai offert à mes petits-enfants, moi, le capitaliste expliqué aux enfants. C'est par, je ne sais plus qui c'est, un gars qui a beaucoup, qui était beaucoup présent à l'ONU sur la faim dans le monde. Ah, je me rappelle plus de son nom. C'est parce qu'il y a les Pinsons Charlot qui ont fait un livre aussi comme ça. Non, non. Ah, ça me revient pas. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas du tout formé. Et déjà, quand vous parlez de tout ça, il y a peu de personnes qui vont être capables de rentrer là-dedans parce que l'économie, on ne nous en a jamais parlé. À l'école, on nous parle des grands philosophes, mais on pourrait aussi nous parler des grands économistes. Mais je suppose que les ministres de l'Éducation, s'ils commencent à vouloir parler de ça, on leur taperait sur les doigts. Voilà, c'est un peu ça. Et je trouve ça, bah, c'est comme ça, quoi. Le monde a toujours été comme ça. Mais c'est bien qu'il y ait des jeunes comme vous et ça me fait du bien. Ça me fait du bien d'entendre ça, qui osent dire ça. Voilà. Et puis c'est sûr que ça a aussi une conséquence, comme vous disiez tout à l'heure, sur l'écologie, sur la planète, comme il faudrait arriver à travailler moins. Et la manière dont l'argent est traité, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est forcément impossible. Peut-être que les jeunes qui sont sensibles à sauver la planète, si on commençait à leur expliquer ça comme ça pour arriver à faire la démonstration que vous avez fait, ils seraient peut-être plus sensibles. Je ne sais pas. Je pense que Merci. Pardon, il y a quelqu'un qui voulait prendre la parole. Non, vas-y. Je pense que pour introduire cette notion-là, c'est forcément par de l'éducation populaire et plutôt auprès des jeunes, voire même des adolescents. Et ça prendra du temps. Ça ne peut pas se faire il faudra une génération pour éventuellement accepter l'idée. Ceux qui ont grandi, vécu dans le système dans lequel nous sommes encore et qui ont juste accumulé de l'héritage, qui ont capitalisé de l'héritage pour le transmettre, effectivement, eux, si on fait du sondage, ils vont être contre l'héritage. Par contre, ceux qui n'ont pas encore vécu ça, si on leur pose la question, je ne suis pas sûr qu'ils soient contre le fait de démarrer la vie avec une sécurité qui est partagée entre tous ceux de leur génération pour construire leur futur ensemble. Donc, je pense que le sondage, selon à qui on le pose et comment on le pose, il peut arriver à des résultats différents. Ouais. Et si on l'explique surtout, si Et on explique avec bien de les choses, l'explication, évidemment. Ouais, bien sûr. ça change. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Pour dire un petit peu moi quelle était ma démarche, justement, j'étais pas mal dans une démarche plus d'écologie populaire. Cette conférence, en fait, je l'avais pensée plus en mode, enfin, je l'avais d'abord pensé un petit peu comme ça, plus en mode classique. Puis petit à petit, j'ai essayé de la penser de plus en plus en mode conférence spectacle. Et donc j'avais développé plus ou moins une conférence spectacle dans laquelle en fait je faisais une espèce de mise en scène où je faisais un espèce de loto en fait de l'auto de l'héritage où j'invitais des gens du public à venir sur scène et puis on tirait au sort qui va hériter de quoi. Et puis je traitais de naze ceux qui héritaient de 0 € en leur disant que vraiment ils s'étaient pas assez bien brossé les dents et que du coup leurs parents avaient pas assez d'argent parce qu'ils avaient eu des caries, il fallait des trucs comme ça quoi. Donc j'avais essayé de pousser un peu ça, puis en fait il y a le Covid qui est passé par là et ça m'a un peu coupé sous le pied l'herbe sous le pied. Et puis en plus, il y a eu à l'époque, il y a vraiment personne qui en parlait. Depuis, il y a quand même eu quelques vidéos de. Il y a Le Monde qui a fait une vidéo pas mal sur l'héritage. Il y a eu quelques trucs, un petit peu de vulgarisation avec enfin, des gens plus compétents que moi. Et c'est vrai que je suis un peu arrêté, mais c'est un peu un de mes regrets de pas. J'aurais bien aimé idéalement trouver un metteur en scène ou un acteur qui soit chaud
pour travailler le truc et partir de ce que j'avais démarré, parce que je suis plutôt fier de ce que j'ai fait. Sur mon site, vous pourrez la voir, ma conférence, mais c'est pas de qualité pro. Mais je pense qu'il y avait des bases pour faire un spectacle sympa et qui apprennent plein de choses à des gens. Donc si jamais vous connaissez des metteurs en scène ou metteuses en scène qui pourraient être intéressés, n'hésitez pas à leur passer mon contact, je serais ravi que quelqu'un reprenne le truc. Merci. Émile, je sais pas si tu connais, en tout cas ça ressemble un petit peu à la vidéo que j'ai vue sur YouTube quand tu avais fait le spectacle à la base. Les conférences gesticulées, ça te parle? Oui, oui, tout à Parce fait. que c'est à ça que ça m'a fait penser quand j'ai vu ton spectacle. C'est ça, c'est dans la même mouvance. Alors techniquement parlant, c'est pas une conférence gesticulée parce qu'une conférence gesticulée, t'es censé parler de toi. Donc partir de ton vécu et de toi pour faire. Mais bon, c'était très proche d'une conférence gesticulée, ce que je pensais, en dehors du fait que je parlais pas du tout de moi et de mon vécu. C'était vraiment dans l'idée. En tout cas, merci. Merci, hein. Merci d'entendre ça, ça fait du bien. Eh ben merci à vous, je suis content de. Est-ce que je peux Alors, revenir là sur toujours sur cette diapo là? Il y a la dernière phrase. J'imagine qu'il faut comprendre qu'il n'y a que 15%, enfin, il y a 15% des gens qui trouvent juste que les enfants riches aient accès à une meilleure facilité par rapport aux enfants pauvres. C'est ça? Comment Oui, c'est ce... Voilà. Parce qu'effectivement, il me semble que quand on voit un peu le débat actuellement sur la taxation des riches, je crois qu'on a eu à peu près un peu de mal à trouver, je ne sais pas combien ils en ont trouvé, quelques milliers de gens qui se considèrent, enfin, ou qui ont été considérés comme suffisamment riches pour qu'on puisse les taxer plus. Mais beaucoup de gens se disent, ah bah oui, mais on n'est pas si riche que ça, etc., quoi. Donc, parmi les gens qui ont un héritage à transmettre, je pense que beaucoup ont estimé qu'ils sont pas si riches que ça, quoi. S'ils ont quelques, même centaines de milliers d'euros, ils vont considérer que par rapport à Bernard Arnault, ils sont pauvres. Donc, il y a toujours un peu les gens, voilà. Donc, il y a tout un contexte un peu culturel qui est aussi à prendre en compte dans ce genre d'approche, me semble-t-il. Et puis, il y a aussi un autre, peut-être, point, c'est on parle toujours de la méritocratie, quoi. Donc, si on est riche, c'est que ben, on a travaillé, etc. Donc, c'est normal que l'on soit riche. Ceux qui n'ont pas travaillé, les pauvres, eh ben, c'est leur faute, quoi. Il y a un petit peu souvent ce discours-là. Et du coup, par rapport à l'héritage, je pense que ça peut aussi être un frein, les gens en disant, bah oui, mais pourquoi est-ce qu'on donnerait de l'argent à des gens qui ne l'ont pas, entre guillemets, hein, je mets beaucoup de guillemets parce que je ne partage pas ce point de vue, ils ne l'ont pas mérité. bah là concrètement, on donne énormément d'argent à des gens qui n'ont pas mérité. Les enfants de Bernard Arnault, ils n'ont pas mérité d'être les enfants de Bernard Arnault. Oui, mais Ils n'ont ça, je aucun pense que mérite par c'est... rapport à ça. Bah, oui, mais ceux qui n'ont aucun lien de famille, on ne considère pas pour autant qu'ils soient plus méritants. Voilà. Non, Oui, mais tout à bon, fait, ils sont pas plus méritants, mais ils le sont pas moins non voilà. plus. Ouais. Oui, oui, non, non, mais c'est pour ça que je pense que dans la société actuelle, ça peut être des freins à ce genre d'approche, mais ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il ne faut pas avancer, hein. C'est comme le revenu de base, hein. Il y a plein de gens qui sont contre pour différentes raisons. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas continuer à le promouvoir. Tout à fait. Non, simplement, j'ai retrouvé le bouquin, c'est Jean Ziegler, qui est rapporteur à l'ONU. tu peux nous dire le titre ou alors mettre le bouquin plus en face de la caméra? Euh, Jean Ziegler, Destruction massive. Ok, Et merci. c'est à destination des enfants, c'est ça, tu disais? Non, Non. celui qui est pour les Ah, enfants, c'est aussi de Jean Ziegler, c'est le capitalisme expliqué à mes enfants. Et ok. là, il est vraiment génial parce que ben, on comprend tout, quoi. Et ça rejoint un peu ce que vous venez d'expliquer. C'est toujours les mêmes qui amassent l'argent et puis qui continuent à... Enfin, je ne sais pas comment expliquer, moi. Accumulé. Comme ils ont des grosses fortunes, c'est eux qui continuent à, eh ben, par exemple, lui, il dit à maintenir la faim dans le monde. Tous ces gens qui ont des grosses fortunes, ils arrivent dans les pays sous-développés
ils viennent installer leurs entreprises et les entreprises des pays sous-développés ne peuvent pas lutter contre eux. Et il parle aussi, lui, puisque c'était dans la faim dans le monde, il parle aussi de tous ces enfants qui vont dans les mines et qui en meurent, et puis toutes les conséquences qu'il y a à côté, quoi. Donc, on est parti dans un truc où on travaille de plus en plus pour, pour s'autodétruire. Et ça, les jeunes, là, vous l'avez très bien compris. Et ça, je trouve ça génial. Nous, on se disait, eh ben, il faut qu'on travaille, qu'on fasse n'importe quoi pour donner du travail aux autres. Et on s'aperçoit qu'on ne peut plus raisonner comme ça. On ne peut plus dire, il faut travailler. Ben, c'est ce que vous aviez dit la dernière fois, redéfinir le travail, penser au travail. Mais tout pendant qu'il y aura, comme vous dites, ces grosses fortunes qui mènent la planète, parce que c'est eux qui la mènent, il faut bien le savoir. Il explique ce gars-là, puisqu'il nous a tous rencontrés, comme c'est ces gars-là qui mènent la planète, on n'arrivera jamais à rien, quoi. Ça, c'est pour ça que je dis, c'est dommage qu'on n'ait pas une formation d'économie. Comment savoir comment fonctionne ce flot d'argent. Voilà. Merci. Alors, je vais me permettre de donner mes quelques réflexions et je suis content d'avoir Émile en face pour les exposer parce que il pourra peut-être me dire où je déconne et où je j'ai pas les yeux en face des trous. Donc, pour à peu près le même sujet et à peu près le même objectif que le tien, mais vu à travers le prisme du revenu de base, qui est le truc pour lequel on milite, j'envisage aussi une forme de redistribution de l'héritage et du patrimoine en général, de façon continue. C'est-à-dire pas tout à la fin quand on meurt. Tout comme le revenu de base, c'est pas un héritage qu'on a à ses 18 ans, mais c'est quelque chose qu'on touche chaque mois. Et dans cette optique, je suis pour quelque chose que je n'ai pas inventé, qui a pris pour nom la taxe sur l'actif net, qui est une forme en fait d'impôt qui peut être d'un pourcentage quelconque, on va dire entre de l'ordre de 5%, on va dire, mais c'est juste un exemple, ça pourrait être 10%, ça pourrait être 3%, peu importe où on place la barre, qui serait payé tous les ans sur le patrimoine intégral de ce qu'ont les gens, c'est-à-dire un petit peu comme ce qui était l'ISF avant, mais sans tranche et à partir du premier euro. C'est et donc en fait les gens au lieu de payer tout à la fin, ils paieraient en continu, c'est-à-dire que si on avait 5% sur les 200 milliards de Bernard Arnault, ça veut dire que ben il filerait 10 milliards tous les ans. Ça permettrait d'alimenter déjà rien qu'avec lui un certain nombre de revenus de base. Et ça serait une grosse force de rappel. Et ça limiterait aussi le fait, l'affectif de la transmission, le problème de l'affectif de la transmission, parce que à partir du moment où on prélève en continu un petit peu chaque année au lieu de tout prélever à la fin, on prélève pas forcément moins sur le global, mais au moment de l'héritage, au moment des transmissions, au moment des donations, il n'y a plus rien à taxer du tout. Chacun est libre de donner ce qu'il veut à qui il veut. Enfin, après, dans notre système, il faut quand même donner aux enfants avec sauf la part réservataire. Mais l'impôt serait prélevé en amont de l'instant de l'héritage. Je sais pas si j'ai été assez clair. Euh, Ouais, ouais, tout à fait. Et oui, c'est sûr que dans un contexte où on arrive à diminuer les inégalités fortement, en fait, les inégalités d'héritage, elles font que reporter les inégalités qui existent déjà. Euh, et du coup, effectivement, si on diminue de manière très forte les inégalités qui existent d'un autre moyen enfin, si on les diminue d'un autre moyen que en touchant sur l'héritage, la question devient beaucoup moins importante. Effectivement, si on arrive sur des propositions d'abolir, enfin, ou ce que tu proposes, ou des propositions d'abolir la propriété privée lucrative, je pense que cette question d'héritage serait rapidement moins importante. Alors, ce que je dis, Et c'est pas deviendrait vraiment secondaire. abolir l'héritage, c'est en fait le diffuser, c'est-à-dire il serait continuellement prélevé, il serait pas Ouais, ouais. prélevé tout à la fin, Oui, quoi. c'est vrai que ça peut être vu comme une manière de réformer l'héritage aussi. Et Oui, oui, ça évite le moment où il y a la personne qui décède et on se dit, voilà, la maison, les biens, ou je sais pas, moi, ce meuble auquel on tenait tant, ou enfin, j'en sais rien, oui, parce oui, tout à que fait. Ça pourrait être.
La difficulté que je vois, c'est que si mon patrimoine, c'est une maison, même Oui. si c'est une belle maison, et qu'on me demande chaque année l'équivalent de 5% de la valeur de la maison, et que c'est mon seul patrimoine, je peux difficilement en couper un petit bout. Alors, À moins de vendre la maison et d'acheter un pavillon, et puis à chaque fois, voilà. Mais sinon, quand c'est des valeurs mobilières, c'est moins souple que si c'est effectivement, si c'est une richesse à la banque, je peux prélever 5% d'impôt, mais sur une valeur alors, patrimoniale comme une maison, c'est moins facile à envisager, me semble-t-il. j'ai plusieurs réponses à cette question. La première, c'est que si tu fais partie des 80% les plus pauvres, en fait, cette redistribution d'héritage va faire que les 5% qui te seront prélevés, tu vas gagner plus. De l'autre côté, donc, tu auras les moyens de payer ta part d'héritage, puisque sous forme de revenu de base, en tout cas si c'est moi qui le fais et que je le fais pour financer un revenu de base, donc cette redistribution, tu auras aussi tous les ans le revenu de base qui sera pour les plus pauvres et même pour pas mal de riches, plus important que ce qui vont être taxés. C'est effectivement pour Bernard Arnault, ce sera le contraire. Parce que son revenu de base, il ne sera pas du montant des 10 milliards qui vont lui être prélevés. Mais lui, il n'a pas de problème pour payer par ailleurs sa maison. Enfin, ses impôts, je dirais, il lui restera encore 190 milliards, il y a moyen qu'il gère. Ensuite, si vraiment on a la situation de ce qu'on dit toujours avec la retraitée sur l'île de Ré, qui a une maison qui vaut une fortune parce que l'immobilier a monté sur l'île de Ré et que elle n'a que de tout petits revenus, en fait, il peut se passer deux choses. La mauvaise solution, à mon avis, c'est de dire bon, bah, de toute façon, elle est quand même assise sur un trésor, elle vend sa maison, elle paye sa part d'impôt et elle vit comme un pacha dans n'importe quelle autre région de France. Mais il y a une autre solution encore potentiellement plus simple, c'est que l'État réclame dans ce cas-là la propriété de 5% de la maison. La personne continue à vivre dedans. C'est juste Mhm. écrit chez le notaire, au cadastre, machin, que l'État possède 5%. Et le jour où la maison est vendue, D'accord, l'État prend sa part sur la vente. d'accord. Ok, oui, c'est plus facile à envisager. Mhm. Pareil si c'est un tableau de maître au lieu d'une maison. Enfin voilà. Ouais, c'est inspirant, je trouve. Oui, Ouais, oui, ça- c'est oui, des pistes de réflexion intéressantes. Bon, est-ce que quelqu'un d'autre a des questions, des remarques, des choses à soumettre? Moi, ce que j'avais éventuellement comme réaction à ça, déjà, merci, ça fait réfléchir. Voilà. Je n'avais pas du tout pensé à refondre l'héritage. Si on touche l'héritage, donc, tu disais dans ta présentation à l'âge de 18 ans, par exemple, euh, moi j'ai un peu peur qu'au moment où l'héritage va être touché par les destinataires, qui flambent, comme on dit, hein, c'est-à-dire qui dépensent l'argent à tout va et qu'ils aient plus rien. Donc il faudrait se méfier quand même que quand ils vont toucher cet héritage, les gens sachent le gérer. L'autre remarque que j'avais, c'est que donc, dans ton optique, on ne ferait plus don de son capital à qui on veut, du coup, puisqu'il serait automatiquement repris et réparti sur la population. Donc là aussi, un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on bosse aussi dans l'optique de transmettre quelque chose à ses enfants. Donc on perd cette vue-là. Et du coup, ne transmettant plus à ses enfants, on va avoir uniquement un côté un peu égoïste, entre guillemets, qui va être de dire bah, je bosse pour moi seulement, puisque de toute façon, je ne pourrais pas transmettre où ça me plairait.
Voilà. Ouais, alors, par rapport à l'âge, moi j'aurais tendance à faire confiance aux jeunes, mais peut-être que c'est une erreur. Et après, on pourrait tout à fait décider que c'est pas à 18 ans, mais à 21 ans, voilà, ça pourrait aussi être adapté. Euh, par rapport au fait que ça pousse à l'individualisme, je suis pas du tout convaincu. Enfin, je sais pas si peut-être que j'ai mal interprété ce que tu as dit, mais moi j'ai alors, c'est peut-être mon cas personnel, mais moi j'aurais tendance à me dire que, au contraire, si j'avais pas la pression de devoir transmettre quelque chose à ma fille, j'aurais tendance à, au contraire, plus me préoccuper de faire des choses utiles pour la société et moins me préoccuper d'avoir un revenu qui me permette de me rembourser mon prêt d'appartement ou des choses comme ça. J'aurais plutôt tendance à dire que moi, personnellement, ça me pousserait à faire des choses plus utiles pour la société. Mais après, c'est... C'est-à-dire, tu emploierais les moyens que tu as pour autre chose, du coup, pas Ouais. forcément. Mhm. J'ai encore une petite question à te poser. C'est une réflexion là qui me vient, j'y avais pas pensé avant. Les ouvriers, fils d'ouvriers et petits-fils d'ouvriers, ayant une espérance de vie statistique plus faible que les fils de médecins, petits-fils de médecins et arrière-petits-fils de médecins ou de notaires ou de je ne sais quoi d'autre, ne vont-ils pas se retrouver, ne va-t-il pas y avoir une forme d'injustice dans le sens où ils vont payer leurs taxes plus souvent puisqu'ils meurent plus souvent que les autres? Enfin, je veux dire, ils ont des vies moins longues. Donc, enfin, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ah bah ça va pas gommer toutes les inégalités, hein, c'est sûr. Bah, ça ne Non, gommera mais je pas veux dire, est-ce tous. que ça en crée pas une là, à ce moment-là? C'est-à-dire que ça fait une charge plus lourde sur ceux qui vivent moins longtemps. Euh, Bah, on peut dire qu'elle est... Ouais, je sais pas. Ça me semble quand même être bon, sachant C'est des qu'en familles fait, qu'on taxerait plus souvent, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. bah, on les taxerait quelque part plus souvent, mais on les taxerait parce qu'elles auraient quelque chose alors qu'actuellement elles ont rien, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Hmm, Donc elles seraient quand même gagnantes au change, je toujours. comprends. Donc ouais, il resterait des inégalités, ça c'est sûr, hein, mais ça me semble pas être une problématique flagrante. Mais après, peut-être qu'il y a d'autres approches pour diminuer les inégalités qui n'auraient pas ce défaut-là, effectivement, qui seraient envisagées à prendre en compte. Et moi, je reviens sur une catégorie que j'évoquais tout à l'heure, là, tous les agriculteurs qui ont un patrimoine, mais qui ont aussi leur outil de travail. Enfin, il y a peut-être d'autres professions, mais je pense. Et souvent, pour transmettre leur patrimoine, les enfants n'ont pas forcément les moyens de racheter, parce qu'ils partent de rien, quoi, puisque leur seule richesse, c'est de pouvoir continuer, par exemple, l'exploitation agricole. Donc, dans ces cas-là, s'ils étaient taxés ou que les parents ne puissent pas transmettre, les enfants, ils n'auraient pas forcément la possibilité de racheter non plus. Alors, je ne sais pas, ça pourrait être quand même compliqué dans certains cas pour certaines professions. Voilà, je pense. Oui, c'est sûr qu'il y aurait des personnes pour qui ça serait plus difficile, hein. Il y a pas de, il y aurait quand même quelques perdants dans l'histoire. Euh, Après, là-dessus, je pense qu'il faudrait qu'il y ait des politiques d'accompagnement pour démarrer une exploitation ou racheter une exploitation. Mais oui, il y aurait probablement des choses à faire, peut-être un peu spécifiques dans ces cas-là. On pourrait remettre des exceptions un petit peu. Mais après, je me méfie quand même, j'ai tendance à me méfier des exceptions, que les exceptions ne deviennent pas la règle. Et c'est un peu ce qu'on voit d'ailleurs sur les exonérations de taxes qui existent actuellement, où il y a une liste énorme et au final, les héritages sont très peu taxés. Oui, oui, ceci dit, on pourrait imaginer qu'un fils d'ouvrier ait envie de devenir agriculteur et que le biais de cet héritage, il puisse racheter enfin, une ferme ou une exploitation agricole, quoi. Donc, il pourrait y avoir peut-être des croisements plus aussi des échanges professionnels peut-être plus facilités que actuellement où on a tendance à reproduire les professions des parents si on peut pas.
faire Oui, autrement. c'est vrai que ça pourrait aussi enlever une certaine pression aussi, parce que je pense qu'il y a des enfants d'agriculteurs qui ont la pression pour reprendre la ferme et qui font ça plus pour répondre à cette pression-là que par vraiment envie. Et c'est vrai que ça faciliterait je pense, ça fluidifierait les choses, mais après, il y aurait effectivement peut-être des risques où il faudrait faire attention que les fermes ne soient pas rachetées que par des grosses entreprises, enfin des gros investisseurs qui rachèteraient toutes les fermes au décès et qu'on n'ait plus de petits agriculteurs. Euh, Ben, d'une façon ou d'une autre, tous ces moyens de travail et ces outils de travail, il y a quand même les gens qui les détiennent qui vont tôt ou tard mourir, quoi qu'il arrive, et ils vont quand même être transmis d'une façon ou d'une autre, quelle qu'elle soit, à la génération suivante. Et si dans la génération suivante, personne n'a d'héritage direct, mais que de l'héritage commun, ils vont trouver un moyen forcément égalitaire, puisqu'ils partent de la même ligne de départ, de se les répartir. Je veux dire, au moment où, si le fils de l'agriculteur ne peut pas le racheter, la ferme, elle va pas être brûlée. Elle va quand même être retransmise. Alors, elle sera peut-être retransmise à plusieurs personnes dans une coopérative ou je sais pas. Enfin, il y a peut-être plus, parce qu'il y en a peut-être pas un jeune tout seul qui pourra la racheter. Mais la génération suivante va quand même en hériter, quoi qu'il arrive. oui, oui, bien sûr. Oui. Autre réflexion, tous les biens, alors je ne sais pas si c'est une part importante, qui appartiennent à des gens qui ne sont pas forcément français. Par exemple, des entreprises internationales, tu vois, qui possèdent des biens ou des capitaux investis en France. Comment ça pourrait fonctionner? Parce qu'ils seraient hors du champ de ce système d'héritage, quoi, du coup. Oui, alors là, effectivement, je pense que c'est complexe parce que les réglementations doivent dépendre des pairs de pays. Euh, et c'est vrai que je sais pas du tout là-dessus comment ça pourrait se passer. Je sais pas si quelqu'un a des éléments de réponse, mais moi, pas vraiment. Bah, pour avoir été frontalier et avoir vu un petit peu comment les impôts se passent quand il y a des négociations interpays et autres, quelle que soit la façon dont ça se produit, les biens, ils sont toujours. Alors, sauf les trusts. Il y a les trusts qui sont une exception. Mais en dehors des trusts, qui ne sont pas légaux en France d'ailleurs, tous les biens sont toujours rattachés à une personne physique. Quand quelque chose appartient à une entreprise, l'entreprise, elle appartient à travers des actions à des personnes physiques qui sont derrière. Et donc, ces personnes physiques, ce seront soit des gens qui seront domiciliés fiscalement en France, soit pas. Si elles sont domiciliées fiscalement en France, le système français s'applique. Si ce n'est pas le cas, c'est le système étranger qui s'applique par défaut. Et ensuite, il y a des conventions interpays pour régler des négociations un petit peu particulières. Par exemple, moi qui habite en Alsace et qui ai à un moment travaillé en Suisse, je payais mes impôts d'abord en Suisse. Pour la partie que l'État français calculait, parce que je vivais en France et que j'étais domicilié en France, qui était un petit peu supérieur, je payais le reliquat d'impôts en France, qui fait que ce que je payais en total, c'était l'équivalent de ce qui était payé, ce que j'aurais payé en France, sauf que j'en payais une partie en Suisse. En contrepartie du fait que la Suisse prenait la part du lion, il y avait une rétribution chaque année, un reversement d'une partie de ses impôts de la Suisse vers la France. Enfin bon, mais en fait, chaque paire de pays a sa négociation particulière, quoi. Merci. Quelqu'un d'autre? Ben, s'il n'y a plus de questions, je vais. Ah, si, Chantal, peut-être? Non, non, c'était pour remercier, féliciter chacun, et notamment Émile. Eh ben merci. C'était un plaisir de faire cette présentation.